électorale de sa tâche a été présentée hier à l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC qui s'est rendu aux installations de la Commission électorale nationale indépendante. Michel Dumont est reparti satisfait des explications reçues de la part des membres de la CIM. Lors de cette rencontre basée essentiellement sur les préventions des conflits en période électorale, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a évoqué quelques défis majeurs avant d'appeler les parties prenantes au processus électoral à privilégier le dialogue pour des élections transparentes, libres et crédibles. Il y a des défis considérables, politiques, financiers, logistiques et simplement de calendrier extrêmement serré. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est continuer le dialogue avec toutes les parties prenantes politiques, sociales, congolaises, pour arriver à un processus électoral qui soit accepté par tous et qui conduise à des élections transparentes, crédibles et qui se tiennent dans les délais constitutionnels. Michel Dumont rassure de l'appui de son institution à la Commission d'intégrité et médiation électorale afin de surmonter ces défis pour parvenir à un processus électoral accepté de tous. Le diplomate européen n'a pas été le seul à effectuer le déplacement de la centrale électorale car 18 partis et regroupements politiques sont passés eux aussi par là en vue de signer le code de la bonne conduite. Au total, ce sont 393 formations politiques qui ont déjà posé le même acte. C'est déjà le compte à rebours. Les états-majors des différents partis et regroupements politiques s'activent. Ce mercredi, 18 partis et regroupements politiques ont pris d'assaut pendant quelques heures les installations de la Commission électorale nationale indépendante pour la signature du code de bonne conduite. Un acte qui traduit le patriotisme pour la bonne tenue des élections. Nous avons voulu respecter l'organe qui organise les élections dans notre pays et qui nous a appelés à nous engager afin que nous ayons des élections apaisées dans notre pays et nous en avons besoin. C'est un acte de détermination pour que nous marchions ensemble avec la CENI. Voilà en résumé. La défense de l'intégrité électorale, bien expliquée par ce geste, qui continue à séduire et conscientiser les acteurs, d'où ce nombre croissant. Sur 478 partis politiques accrédités dont la liste nous était transmise par le ministère de l'Intérieur et Sécurité, nous sommes avec les signatures d'aujourd'hui à 393 partis politiques. La notion de satisfaction se fait à la faculté et dès que vous prenez 393 divisé par 470, je crois que vous tendez vers une distinction. La CENI dit compter sur l'apport de tous les acteurs. Bientôt vous allez vous mettre au travail. Nous comptons sur vous, vous êtes nos partenaires. Travaillons pour que ces élections soient transparentes, crédibles et apaisées. Quelques heures plus tard, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante s'étaient livrés à d'autres échanges avec le secrétaire général du Centre national de coopération au développement. Finalité, avoir des explications techniques sur l'évolution du processus électoral. La CENI a publié son chronogramme et qu'elle évidemment se tient à ce calendrier, mais en renvoyant la balle aussi vers les décideurs politiques. Ce n'est pas elle qui décide du financement du processus, et donc elle ne peut nous apporter que des éléments techniques. Ce n'est pas de sa responsabilité de savoir si tel ou tel gouvernement va apporter les moyens pour que ce processus électoral puisse avoir lieu dans le meilleur des contextes possibles. C'était donc une journée très chargée pour le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. À propos de la diplomatie encore, la prorogation du mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité au Congo a été largement débattue hier au point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en termes de justification de ce calendrier revu. Nous avons, et c'est la chose la plus importante, et je suis très encouragé par mes entretiens avec le gouvernement. Maintenant, on a amélioré l'atmosphère et on a décidé de ne pas toujours regarder en arrière, mais de discuter le futur du retrait de la stratégie du retrait de la MONUSCO. Je mentionne seulement 3. Peut-être vous êtes intéressé sur la réduction des troupes. Le plafond des troupes de 20 000, ça reste comme c'était auparavant, mais on va réduire maintenant 2 000
sur une base temporaire parce que la résolution du Conseil de sécurité lie la réduction de 2000 permanente sur le succès, avec le succès contre en particulier les FDLR. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est le dialogue stratégique sur la stratégie du départ de la MONUSCO. C'est ce que j'ai déjà mentionné et ça a commencé immédiatement aussi après le renouvellement du mandat. Dernier point, c'est maintenant très important en ce qui concerne ça, le combat contre les groupes armés, en particulier les FDLR, de reprendre le soutien logistique opérationnel et de coopérer dans les coopérations. Coopération également à la primature où l'administrateur de la Banque africaine de développement a donné hier des assurances de son institution sur sa disponibilité à financer des projets en RDC. Augustin Matata Pogno peut être conforté à trouver des ressources financières nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Nous avons eu donc l'occasion de passer en revue le programme de coopération qui est déjà en place. Nous avons passé en revue la performance du portefeuille. Nous avons constaté que la performance est suffisante et que là où il y a quelques problèmes, qu'on est ensemble pour envisager des mesures de pouvoir corriger ces problèmes, pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets. Nous avons particulièrement été informés des avancées du pays en matière de développement économique, où son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a informés de ce qui est envisagé dans le cadre de la transformation de l'économie et dans le cadre de rendre la croissance de plus en plus inclusive. Nous avons salué les actions qui sont menées par le gouvernement dans ce sens, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'emploi. De notre côté, nous avons réaffirmé l'engagement de la banque à continuer à appuyer le pays sur son chemin de développement. Désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, l'acte est diversement accueilli de la part tant des activistes du mouvement associatif que des acteurs politiques. Le cas par exemple de Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile du Congo. Nous sommes extrêmement déçus à partir du moment où tout le monde qui connaît le vrai défenseur des droits de l'homme, dedans il y a peut-être une ou deux personnes. Tous les restes viennent de monde aux connotations ambiguës. Et nous sommes regrettants. On a mis en place le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les mêmes conditions. On a mis la commission électorale indépendante dans les mêmes conditions. L'apaisanteur politique continue de jouer son rôle pour que les résultats, la population observe. Innovation dans le secteur des transports urbains à Kinshasa. La société Transco a placé des panneaux sur ses différents arrêts et terminus afin d'indiquer les horaires de ses destinations. Les passagers sauront ainsi se déplacer en toute connaissance des causes. La Société des transports du Congo ne cesse d'innover. Après s'être imposée dans la capitale avec un prix pratiquement démocratique et hors concurrence, à bord de ces bus, Transco vient encore à la rescousse des Congolais. Non seulement qu'il suffira de prendre les bus, mais aussi connaître l'itinéraire de la ligne et ses heures opérationnelles. Le réseau général de ces bus à Kinshasa, un panneau affiché, s'impose désormais dans différents lieux d'embarquement pour fournir des explications utiles. Comment cette initiative est-elle perçue par des Kinois? Désormais, on sait quand est-ce qu'il faut avoir un bus. C'est quand même innovant. Pourquoi innovant? Au jour d'aujourd'hui, on est capable de chronométrer nos emplois du temps pour le déplacement. C'est pour ça que je puisse être à Lupin. Je sais que de telle heure à telle heure, si je suis à Lupin, pour quitter Lupin, pour venir au centre, vers le centre-ville, il faut que je puisse être à l'arrêt à telle heure. Parce que j'aurai l'opportunité de trouver un bus. Ils ont bien fait. Je vis les panneaux qu'ils ont affichés. C'est pour faciliter aux clients de comprendre les horaires des bus. Je suis très content parce qu'ailleurs on voit aussi comme ça. Même si on est étranger, directement on voit les indicateurs, on voit directement non. La ligne à laquelle je vais suivre, c'est celle-là. C'est comme ça. Plus de soucis à se faire pour des clients.
Les panneaux placés ça et là suffisent pour vous renseigner sur vos itinéraires. Un reportage de Bibi Chungua. Toyeba Petomi Batela entendait se connaître pour prévenir. C'est sous cet appel que se déroule la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et du col de l'utérus au Collège Obuto. Des activités organisées par la structure cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral des jeunes en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres partenaires suivant la présidente du CREIJ. Malheureusement, il y a de plus en plus de cas de cancer. Les femmes se représentent dans les structures médicales en retard, ce qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup plus de chances de vaincre cette maladie, qui est une maladie qui crée même la mort chez certaines femmes. C'est une campagne qui vise la sensibilisation de femmes et de jeunes filles sur le cancer du sein et du col de l'utérus. La motivation à la base était juste de permettre de renforcer l'accès des femmes à des informations vraies sur le cancer qui était devenu de plus en plus, qui est devenu de plus en plus une menace à leur santé, mais qui malheureusement n'avait pas assez d'informations, de bonnes informations pour se prévenir. Et ça s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme qui s'est clôturée il y a quelques jours. Les résultats escomptés, c'est que toutes les 1000 femmes qui ont été invitées aient vraiment de la bonne information pour ce qui concerne le cancer du sein et du col de l'utérus et qu'elles puissent accéder au dépistage. 2 journées villes mortes sont décrétées à Béni à dater d'aujourd'hui par la coordination urbaine de la société civile. À la base, la réhabilitation des 2 agents de la circonscription foncière par le ministre provincial de l'administration du territoire, Eric Asmuissi. C'est la première réaction des colleurs après la réhabilitation de M. Eliab Moundibambazi et Jacques Kavimba, respectivement, chefs de la division du cadastre et des titres immobiliers. La décision a été prise ce mercredi 1er avril après une concertation des composantes des forces vives. Révérend pasteur Gilbert Kambalé est le président de la coordination urbaine de la société civile des Bénin. Les organisations de la société civile décrètent des journées villes mortes suite au jeu de ping-pong sur la suspension et la réhabilitation de 2 agents du cadastre, alors que le problème de la terre est très sensible dans notre milieu. Nous demandons par ces journées villes mortes l'implication des autorités compétentes afin que ces problèmes prennent fin. À travers ces journées villes mortes, la société civile plaide pour l'analyse minutieuse de l'objet de suspension de ces 2 agents par les autorités compétentes. Non, c'est un message que nous lançons vers les autorités et nous pensons que ça aura des solutions aux problèmes de la population. Parce que si les personnes ont été suspendues, c'est qu'il y a des griefs. Est-ce qu'on a étudié ces griefs-là? Et si on les a étudiés, bon, si on a levé la mesure, qui a raison entre les deux? Il s'est de signaler que la décision a été prise au bureau de la coordination urbaine de la société civile de Béni l'après-midi de ce mercredi. Béni. Les opérations militaires dans le Grand Nord se poursuivent mieux. C'est le porte-parole des FARDC dans cette partie du Nord Kivu qui l'a indiqué hier en ajoutant que les ADF se rendent totalement défaits. Encore une fois, Eric Asmuissi. Cet officier supérieur au sein des forces armées de la République démocratique du Congo a confirmé la maîtrise de la situation après qu'il soit présenté officiellement par les commandants d'opération Soukola 1 comme porte-parole des FARDC dans les Grands Nord Kivu. Major Massandi Victor invite la population à accompagner son armée dans cette élite qui ne paraît pas la moindre. La situation au Grand Nord et l'opération Soukola 1 est relativement calme, comme l'a bien affirmé les commandants secteur opérationnel Grand Nord et commandant Soukola 1. Massandi Victor indique par ailleurs que les rebelles ougandais ADF en errance sont prioritairement dans le viseur des forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans l'opération Soukola 1. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ne doivent pas dormir sur leur oreiller parce que la menace pèse encore et les forces armées sont en quête de ces fuyards dispersés dans la forêt. Pour l'heure, les affrontements ne sont pas signalés dans ces opérations, mais les forces armées de la République démocratique du Congo se disent être déterminées. Béni, Erika Smouissi, Biouad.
Regard à présent sur la presse. À travers les lignes, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme sont connus par le phare. Il s'agit de Fernandez Mouhola, Chantal Nebuz, Guilain Mboussa, Amouri Lumumba, Mwamba Mouchikankwe, Mouamous Belinda, Moutadila et Olivier Walawala. Selon le président de l'Assemblée nationale, le bureau de son institution n'est pas intervenu dans le choix en dépit des situations de blocage prolongé constatées dans certaines d'entre elles, s'agissant de Minakou, plutôt s'agissant de représentants du Nord